Bonjour à toutes et à tous. Le Musée d'Archéologie nationale est ravi de vous retrouver pour cette nouvelle webconférence dont le thème se place aujourd'hui dans le cadre des Rendez-vous au Jardin, édition 2021, la transmission des savoirs. Alors nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Cécile Travers et Simon Briand, que nous remercions chaleureusement d'avoir accepté d'assurer cette webconférence et de répondre à vos questions à distance. Comme pour les précédentes conférences, je vous demanderai de bien vouloir attendre la fin de la présentation des conférenciers pour formuler vos interrogations. Et il vous suffira de les rédiger sur le panneau d'échange qui est situé sur la droite de votre écran. Et évidemment, nous ferons mieux pour répondre à toutes vos interrogations en fin d'intervention. Alors, Cécile Travers, vous êtes historienne et archéologue, spécialiste des jardins historiques, fondatrice de l'agence Archéoverde, agence d'investigation historique et archéologique spécialisée dans le patrimoine paysager. Vous êtes l'une des rares spécialistes françaises de ce nouveau champ de recherche archéologique. Vous bénéficiez dans ce domaine d'une expérience de près de 15 ans, ayant à votre actif plus d'une trentaine d'études de jardins historiques. Simon Briand, vous êtes docteur en archéologie médiévale, anciennement ingénieur de recherche à l'INRAP, et vous avez intégré depuis peu le service régional de l'archéologie de la DRAC de la région Centre. Vous avez conduit de nombreuses opérations archéologiques préventives en lien avec l'archéologie de la construction, mais également des jardins, et vos domaines portent également sur l'hydraulique médiévale et moderne, du monde religieux et laïque. Aujourd'hui, vous venez tous les deux nous parler de l'archéologie des jardins, son cadre et ses méthodes, ainsi que ses apports scientifiques et archivistiques à travers de nombreux exemples récents de fouilles de jardins historiques. Je vous laisse la parole. Et merci beaucoup. Merci, oui, merci Caroline. Voilà, comme Caroline vient de le dire, on va vous parler de l'archéologie des jardins aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Donc tout d'abord, un bref aperçu de ce que c'est que l'archéologie, un bref rappel, et en quoi elle peut s'appliquer à un objet tel que le jardin. Alors, l'archéologie, comme rappel, c'est une science humaine, hein, elle fait partie de la grande famille des sciences humaines qui s'intéresse donc à l'homme et à ses relations. Plus spécifiquement, l'archéologie permet de comprendre les relations matérielles que les hommes entretenaient entre eux et avec leur milieu en étudiant les vestiges laissés dans le sol par leurs activités. Donc l'archéologie, comme on le sait, se nourrit de l'histoire, bien sûr, quand on a de la documentation historique à notre disposition. Mais le fait d'étudier la mémoire du sol permet d'alimenter aussi l'histoire à l'aide de données tangibles et matérielles. Donc voilà, c'est la science qui étudie le mode de vie, les relations matérielles. Et donc, cela s'applique à des vestiges qui peuvent être des ruines, des outils, des objets d'art, des poteries, des ossements, des trous de poteaux, tout ce qui fait le quotidien de la vie et des activités humaines, qui permet à l'archéologie de renseigner à peu près tous les aspects qui vont du mode d'habitat, l'artisanat, l'agriculture, les échanges commerciaux, les pratiques funéraires, etc. Alors, pour cela, l'archéologue dispose de 3 méthodes qui sont complémentaires et qui vont lui permettre d'interpréter et de dater les vestiges mis au jour. Alors, tout d'abord, on pense évidemment aux travaux de terrain. Travaux de terrain qui ne comprennent pas uniquement les fouilles et les sondages, qui eux, sont des techniques qui permettent d'aller au contact des vestiges directement. On a aussi tout un panel de techniques qui restent à distance des vestiges, comme les prospections. Donc, on a parmi ce panel de méthodes qui restent à distance des vestiges, les prospections géophysiques, les prospections aériennes, les prospections par le LIDAR, c'est-à-dire par laser aéroporté, qui peuvent donner des indications sur les micro-reliefs et ainsi permettre de détecter des sites qui seraient enfouis et non visibles, par exemple sous le couvert forestier. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces techniques, puisqu'aujourd'hui, on doit faire vite et on a beaucoup d'exemples à vous présenter.
Donc, on a également d'autres techniques qui sont les techniques de laboratoire et les sciences environnementales qui, elles, permettent de préciser la nature des vestiges découverts dans le sol, comme la palynologie, qui est l'étude des pollens, la carpologie, l'étude des graines et des restes de fruits, la malacologie, qui est la science qui étudie les petits mollusques d'escargot, qui sont de très bons indicateurs de milieu, et puis les techniques de laboratoire qui permettent de dater les vestiges, comme la dendrochronologie, c'est la méthode de datation par les cernes du bois, et aussi la méthode par le radiocarbone, dite C14. Donc méthode de datation également. Alors, autre méthode qui est complémentaire de ces deux autres approches, la documentation historique, quand elle existe, qui est un indispensable et un impondérable de toute recherche archéologique. Donc, on s'intéresse de la même façon que l'historien aux sources textuelles, aux archives, aux plans, à l'iconographie. Et donc, c'est le croisement des données et des résultats de ces trois approches, on va dire, qui permettent une interprétation des vestiges. Alors, le jardin, c'est relativement peu connu et est aussi un objet d'étude pour l'archéologie. Les paysages également sont devenus, à la fin du XXe siècle, des objets d'étude pour l'archéologie. Et le jardin, étant un petit fragment de paysage, en fait partie. Alors, en quoi le jardin est légitime comme objet d'étude? En fait, l'archéologie, c'est la science qui étudie et interprète les traces matérielles laissées par les activités humaines à la surface du sol. Et comme vous le savez, le jardin est une construction humaine qui varie dans le temps et dans l'espace et qui impacte évidemment le sol. Et donc, c'est à ce titre qu'il est constitué en tant qu'objet d'étude pour l'archéologie. Alors, évidemment, ça paraît peut-être pas évident dans un premier temps, puisque une partie de ce qui fait l'essence d'un jardin, c'est-à-dire le végétal, se dégrade très vite et puis disparaît à tout jamais. Mais un jardin n'est pas fait que de végétal, il est fait de terre et d'eau, et surtout, il a une architecture. Et pour créer un jardin, on impacte le sol, c'est-à-dire on fait des trous de plantation, on fait des travaux de terrassement, on implante des structures hydrauliques, donc tout ça laisse des traces dans les sédiments, et l'archéologie est là pour les révéler. Alors, quelques fouilles emblématiques de ce champ relativement peu connu de la recherche archéologique. Tout d'abord, Pompéi, et ici, sur la diapositive, les abords de la Villa Regina, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, donc juste avant l'éruption volcanique, qui a eu lieu en 79 après Jésus-Christ, qui a déposé, c'est toute l'épaisseur de sédiments que vous voyez, qui a dû être dégagé par les archéologues, donc plusieurs mètres de cendres volcaniques fossilisées, qui ont scellé les sites, donc les jardins, les villas, et la ville de Pompéi, bien sûr, mais là, on est dans la banlieue de Pompéi, on est à Bosco-Real, où Wilhelmina Jaschemski, qui est une archéologue américaine, qui est la pionnière de l'archéologie des jardins, dans les années 60, a commencé à révéler ces jardins des grandes villas pompéiennes et toute leur organisation. Évidemment, ce sont des sites qui ont bénéficié de conditions de conservation exceptionnelles qu'on ne trouve pas en France, en tout cas sur les sites qu'on étudie nous, grâce à ces cendres qui se sont déposées. Et donc ici, on voit le jardin ou les abords d'une villa antique, avec où Wilhelmina Jaschemski a pu distinguer donc un espace cultivé en potager, avec une citerne pour l'arrosage au milieu, une parcelle de vigne. On voit tous les petits points blancs qui sont ici, qui sont en fait les négatifs des pieds des ceps de vigne qui ont laissé une cavité une fois que le végétal s'est dégradé, ça a laissé un vide. Et donc les archéologues ont fait des moulages pour faire des moulages justement de ces traces végétales.
Et donc, on voit la répartition et la trame de plantation de ces pieds de vigne. À l'arrière-plan, ici, un chemin qu'on retrouve ici, la trace d'un chemin donc, qui était bordé par des alignements d'arbres. Et là, le même système a été utilisé de moulage des souches des arbres disparus. Voilà une des fouilles emblématiques donc dans les années 60. Une autre fouille emblématique dans les années 80, jardin, le parterre, le grand parterre, situé à l'arrière du Palais Royal d'Hampton Court en Angleterre. Une grande fouille, un grand décapage extensif qui a permis de dégager toutes les petites rigoles de plantation des broderies végétales qui faisaient la composition de ces parterres. Alors, en France, on a commencé à fouiller les jardins à partir des années 90. Donc aujourd'hui, on a 3 cadres possibles d'intervention. Comme vous le savez peut-être, en France, on a besoin d'une autorisation. L'État autorise les fouilles archéologiques, puisque c'est un patrimoine commun, et donc l'État garde un œil sur ce qui se fait, sur ce qui se pratique sur le sous-sol, et notamment au niveau archéologique. Et donc, 3 cadres d'intervention, 3 cadres administratifs d'intervention possibles, soumis à autorisation de l'État. Tout d'abord, le cadre préventif. C'est toutes les fouilles que vous pouvez voir dans les centres urbains, notamment, ou sur les grands chantiers de l'autoroute ou de TGV, qui sont mises en œuvre pour sauver les informations contenues dans le sous-sol d'un site archéologique qui est menacé par un projet d'aménagement. Donc ça, première catégorie de fouilles. Deuxième cadre d'intervention, la fouille programmée, les fouilles programmées, alors qui sont programmées justement parce que souvent elles s'étalent sur plusieurs années. Ce cadre administratif permet d'approfondir la connaissance d'un site qui est connu pour être riche, dont le potentiel archéologique est avéré, et donc pour approfondir la connaissance de ce site. Et troisième cadre d'intervention, qu'on appelle sondage, qui sont effectués, par exemple, en amont d'une restauration d'un monument historique classé ou inscrit. Donc, en amont, c'est-à-dire au moment de l'étude préalable qui va servir à définir le projet. Et donc, les données mises au jour dans les sondages archéologiques vont permettre d'alimenter le projet à l'aide de données tangibles. Les objectifs d'une fouille de jardin, donc pour faire synthétique, que ce soit pour alimenter ou non un projet de restauration, hein, on met au jour des données qui peuvent soit alimenter un projet, soit tout simplement alimenter la connaissance d'un site. Et plus largement la connaissance des techniques horticoles ou des traitements esthétiques hein, de ces compositions paysagères à une époque donnée. Alors, les objectifs d'une fouille de jardin, globalement, c'est tout d'abord repérer les différentes strates de l'histoire du jardin étudié, parce que l'histoire, la documentation historique parfois fait défaut, et on a besoin de savoir quelles sont les différentes strates du jardin, du site. Et l'archéologie permet ça par la vision verticale, à travers la lecture stratigraphique des coupes de terrain, permet de voir la superposition des jardins successifs. Alors, le cas de figure, et plusieurs cas de figure, hein, on peut avoir un jardin en efface un autre, mais on peut avoir aussi la succession de jardins qui s'empilent les uns sur les autres. Ensuite, deuxième objectif, éclairer les modalités techniques de la création de ce jardin. Un jardin, c'est un édifice comme un autre, hein, comme un bâtiment, avec des fondations. On fait des travaux de drainage, on modifie la topographie pour assurer la pérennité du jardin. On fait des apports de remblais, des apports de bonne terre pour les plantations. Tout ça peut se lire dans les coupes de terrain. Ensuite, évidemment, ce qui vient en premier aussi, c'est repérer et caractériser les éléments structurels de l'ancienne composition. Ça, c'est particulièrement intéressant pour le projet de restauration, quand on manque de données historiques. Et donc, on va pouvoir redessiner la composition originelle du jardin si on a suffisamment d'éléments et de vestiges de ce qui a été réalisé à l'époque du jardin étudié.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut repérer? Eh bien, les structures de plantation, les trous de plantation, des végétaux, des arbres, des arbustes, mais aussi, on l'a vu avec la fouille du jardin du Palais Royal à Hampton Court, les rigoles de plantation des parterres quand les conditions de conservation sont bonnes. On peut repérer les allées qui sont construites à cette époque. Quand on veut qu'une allée de jardin soit pérenne dans le temps, on la fonde sur un radier de grosses pierres. Enfin voilà, on décaisse le sol et tout ça laisse des traces dans le sol, dans les sédiments. Et puis un autre objectif qui peut, si on a de la chance, si les conditions aussi s'y prêtent, mettre au jour des éléments de décor qui renseignent sur eh bien, tous les aspects décoratifs de les statues, les pots de jardin, les pots de fleurs qui pouvaient être posés dans les allées de ces compositions paysagères. Voilà, donc je vais laisser la parole à Simon qui va commencer à vous parler de la fouille que nous avons réalisée à Chambord en 2016. Voilà, Simon, je te laisse la parole. À tout à l'heure. Merci, Cécile. Donc, prochaine diapo. Ok. Donc, voilà, château de Chambord, pour résumer, c'est une petite tour en Sologne pour commencer notre périple. Le château de François Ier, construit à partir des années 1520 sur le site de château médiéval, une belle forteresse qui a été arasée. Et au fond de la vallée du Cosson, en fait, l'effort a vraiment été porté sur l'architecture et sur la construction. Et même à la fin des années 1570, il n'y avait jamais eu de réaménagement de jardin ou de grandes esplanades ou de plans d'eau comme on a pu voir sur d'autres châteaux Renaissance de la même époque, aux grandes dames de l'architecte Jacques-André de Cerceau. Donc finalement, c'est un château qui est documenté vraiment par toutes les sources possibles et imaginables. Il y a un foisonnement de plans, de cartes, de gravures, de tableaux, évidemment à regarder avec un œil critique, plus les sources écrites dans les archives. Donc même si les archives anciennes du château ont été largement dispersées, il y a quand même beaucoup pour l'époque plus récente, sans compter les recherches historiques quasiment dès sa construction. Et plus récemment, les travaux des historiens de l'art, de l'architecture, et puis des archéologues. Donc là, le grand plan, ça montre un petit peu l'état hérité dans les années 1680, quand Louis XIV prend possession des lieux. Ceci, on va en parler plus tard. Et c'est un état hérité de la fin de la construction Renaissance, et peut-être avec un grand arrière-fond d'occupation médiévale. En bas à gauche, un petit détail d'un tableau de poissons dans la galerie de Fontainebleau, où on voit finalement la rivière de Cosson qui l'entoure, les petits ouvrages hydrauliques derrière qui font que le château lui-même est quasiment dans une île. Prochaine image, s'il te plaît, ceci. Ok. Donc, on a commencé en 2013 avec un projet de réaménagement des parterres. Tous les travaux ont concentré sur le château lui-même et au fur et à mesure, ça suit un petit peu l'évolution du regard des fortifications et du château de toutes les époques, où on focalise moins sur le monument lui-même, mais surtout le château en tant qu'élément dans un paysage à des échelles différentes. Donc là, le projet d'aménagement visait à reconstruire ou restituer des jardins formels probablement du XVIIIe siècle, sur des parterres qui ont été aménagés plus tardivement, sur une surface d'à peu près 6 hectares et demi. Donc le premier diagnostic en 2013, donc on voit bien les tranchées avec une vue aérienne. Il y avait des prospections géophysiques et qui ont abouti à la prescription d'une fouille archéologique en 2015 sur plusieurs problématiques. Donc il y a la problématique de la succession des jardins qu'on a vu, mais aussi d'un point de vue archéo-environnemental. Prochaine diapo. Suivant. Bon, merci. Donc voilà, on est toujours avec un extrait du plan de 1680 pour donner un petit peu le contexte hydrographique. Donc, il y avait des zones de fouilles qui avaient été prescrites pour les jardins.
mais aussi les transects qu'on allait examiner avec des sondages par les prélèvements de sédiments par carottage et des sondages par pénétromètre, surtout pour voir un petit peu l'état de la sédimentation des sédiments anciens dans les lits du Cosson. Sachant que l'accumulation des dépôts dans cet environnement qui est totalement artificiel finalement, a potentiellement conservé beaucoup de dépôts beaucoup plus anciens. Donc, quand je dis le Cosson, c'est un acteur majeur dans la formation du paysage. Prochaine image. Alors Simon, excuse-moi, il y a un petit délai visiblement, parce que tu la vois pas. Ok, d'accord. Tu la vois pas immédiatement quand j'appuie vraiment dès que tu le dis. Ok, merci. Excusez-moi. Donc, comme dit le Cosson, c'est une rivière qui est assez paresseuse, qui charrie énormément de sédiments. Le fait que c'est paresseuse, il y a beaucoup de roseaux, c'est constant, c'était mentionné dès le XVIe siècle comme problème. Donc, l'eau s'écoule mal, et quand il y a des averses ou des orages très importants, comme ce fut le cas en 2016, toute la vallée est vite inondée. Donc voilà, c'est notre site à peine un mois avant le début des pluies, où toutes nos zones sont sous 50 cm de l'eau. Donc, suivante. Donc, on parlait tout à l'heure des sondages géotechniques qu'on allait faire. Donc, il y a deux sortes. À gauche, c'est une carotteuse, tout simplement, qui envoie par battage un tube creuse métallique en profondeur, doublé d'un tuyau PVC à l'intérieur, et dans lequel on récupère des colonnes de sédiments. Donc, le but est d'aller jusqu'au substrat calcaire pour avoir vraiment une séquence complète à partir d'une date connue, c'est-à-dire le dépôt des calcaires à l'époque aquitainienne jusqu'à l'époque contemporaine. Donc, il y avait une vingtaine de carottages comme ça, et alterné avec les sondages par pénétromètre. Donc, on voit le fonctionnement à droite. C'est une tige métallique de section connue qu'on enfonce dans la terre à coups de masse, tout simplement. Et c'est en mesurant la tige, elle est équipée d'un capteur à la tête qui mesure la force de frappe. Donc ici, c'est Madame Laurent du service départemental d'archéologie du Loiret, qui est pionnière dans le développement de cette méthode, qui enfonce la tige. Et en même temps, on mesure aussi la distance d'enfoncement à chaque coup. Donc, suivante. On arrive à faire, au milieu, c'est ce qu'on appelle un pénétromètre, ou pénétrogramme plutôt, où on calcule la résistivité physique du sol par rapport à la profondeur. En même temps de l'analyse de ces données-là, avec plusieurs dizaines de milliers de coups de marteau, les sondages, les carottes qu'on a ressortis, on les a ouverts, on les a fouillés en laboratoire, comme si c'était des millisections archéologiques. On caractérise les sédiments et on construit les séquences stratigraphiques. Donc, en calibrant le pénétromètre ou le pénétrogramme, on arrive aussi à restituer les mêmes séquences, même là, s'il n'y a pas de carottes. Donc, au suivant. Donc, la synthèse de toutes ces sondages permet de restituer le profil du terrain dans les axes nord-sud et est-ouest, selon les trois transects qu'on a choisis, et d'identifier les niveaux plus récents et surtout les niveaux de tourbe à plusieurs endroits. Le profil dans le diagramme en bas, on voit très bien, c'est très schématique, mais on voit très bien les lits du Cosson, ou les bras canalisés ou les bras naturels du Cosson. Et tout en bas à droite, une succession de sédiments tourbeux qui ont fait l'objet de prélèvements complémentaires plus tard. C'est dans le but de faire des analyses pour la palynologie notamment. Donc, au suivant. Voilà. Donc, tous les détails du prélèvement, de l'analyse des palynologiques, c'est un complexe processus qui est très long, très complexe, avec l'énorme travail en laboratoire d'identification, de comptage des pollens. Et on arrive à faire les diagrammes palynologiques qui se composent en gros sur l'axe vertical.
c'est plutôt la profondeur et donc par extension la chronologie avec les éléments en haut qui sont les plus récents et les éléments les plus anciens en bas. Sur l'échelle horizontale, ces différentes espèces les taxons de plantes, que ce soit les arbres, les céréales, les diverses plantes, et chaque plante, évidemment, qui laisse des traces, qui a un environnement qui lui est spécifique. Il y a des plantes qui adviennent avec les cultures, avec l'élevage ou en milieu humide, etc. Croisé avec les datations C14 qu'on a réussi à faire, on a fini les parties les plus anciennes. On a réussi à suivre toutes les séquences de l'évolution de l'environnement à partir de la fin de la période glaciaire, avec parfois des périodes de rupture liées à une très forte activité de la rivière qui a effacé des niveaux de sédiments ou, en tout cas, qui n'ont pas été propices à l'accumulation de tourbes. Et puis, à un moment donné, on va commencer à voir avec le début du réchauffement climatique suivant la fin de la période glaciaire, les niveaux d'eau qui remontent avec des plantes, des marais, des berges humides, une période de stagnation de l'eau où la végétation commence progressivement à envahir les vallées, les bras du Cresson. Des petites périodes, des petites ruptures, ou peut-être une plus forte activité de l'eau, donc peut-être une précipitation plus forte. Et finalement, vers la fin de cette période-là, la reprise de l'activité avec les dépôts de tourbes. On avait les résultats vraiment de ces analyses, ça mérite une conférence à part entière. Suivante. Pour les périodes qui nous concernent, c'était vraiment la première fois qu'on a l'observation de l'impact de l'homme sur l'environnement, parce que après des ruptures, la première datation C14 nous donne une séquence pour la fin de la période gallo-romaine, donc on est milieu du 3e, fin du 4e siècle, où on est dans une zone humide avec les saules, les aulnes, un petit chêne mixte sur les coteaux. Donc c'est vraiment très typique, un petit peu comme le Sologne aujourd'hui, par endroits. Donc encore des ruptures dans les séquences. Et la troisième séquence, on voit une période de défrichement fin 5e, début 6e siècle, où tous les arbres, notamment les chênes, commencent à reculer. Donc il y a un abattage, une transformation de la forêt avec l'introduction des productions de céréales, de l'avoine, surtout de l'orge, et du seigle, du lin, du chanvre, qui sont des plantes cultivées pour les fibres, pour l'huile, et le début des noyers. Donc, il y a plusieurs transformations qui s'observent dans les séquences, dans les proportions des pollens. Donc, arrivé à la fin du 10e siècle, milieu du 11e siècle, on a beaucoup plus de chanvre, de céréales, et en revanche, plus de chênes. Donc, beaucoup d'arbres qui ont disparu, mais en revanche, c'est le chêne qui est vraiment majoritaire. Donc, on est probablement dans une forêt qui est déjà plantée et gérée justement pour la production de bois d'œuvre et de bois de chauffe. Et les dernières séquences, qui est quasiment contemporaine à la construction du château Renaissance, on a une stabilisation, une diversification de cette situation. Donc, la forêt reste relativement stable, mais avec une diversification de l'agriculture, avec l'introduction notamment du sarrasin. Suivante. Donc, pour revenir à notre plan des années 1680, donc on a eu le petit jardin, il y avait un tout petit jardin aménagé à la fin de la Renaissance, avec une grande plateforme à l'ouest. Donc, les deux problématiques pour l'archéologie, c'était d'en savoir plus sur la construction, la composition de ces espaces. Avec limité à l'ouest, le chemin de Saint-Dié-sur-Loire, qui est le chemin qui va à Saint-Dié, c'est le port de Chambord sur la Loire, et par là où transitaient tous les matériaux de construction de quasiment tous les chantiers depuis la Renaissance. Et on voit les traces sont sanguins sur le fond du plan. C'est probablement les premières annotations de Mansart pour les projets qui vont suivre. Mais ça nous donne l'état des lieux à cette époque-là. Suivant. Pardon. Avec le petit temps de décalage, voilà. Donc là, c'est vraiment le détail sur le petit jardin où on a réussi à faire c'est plutôt des sondages, des fenêtres d'ouverture pour restituer les séquences stratigraphiques. Et on a réussi à avoir plusieurs étapes d'aménagement, de réparation du chemin de Saint-Dié qui longe le jardin et qui était séparé justement du chemin par deux lignes de force de plantation, avec les petits arbustes.
Et à l'intérieur, toute une série de petits aménagements assez fugaces. Et donc voilà, donc on a une organisation régulière de l'espace. Suivant. On voit la photo justement là. Donc l'intérêt de ces forces de plantation, c'est que bon, ça recoupe des aménagements plus anciens. Donc on est vraiment dans un site stratifié. C'est pas simplement qui se développe en surface, qui recoupe des fossés plus anciens. Bon, on revient. Voilà. Les petits aménagements très fugaces dans l'image en bas à droite de solins ou peut-être du niveau de sol en mortier ou des solins pour les petits clôtures ou des palissades en bois qui délimitent les espaces intérieurs. Et la fuite justement de ces forces de plantation montrait un comblement qui était très riche en matière organique. Donc on a fait beaucoup de prélèvements et on s'est rendu compte que c'était vraiment le témoignage direct du pratique du fumage, où il y avait des déchets de table, des déchets domestiques qui étaient stockés, puis ajoutés comme engrais dans les fosses pour fertiliser les plantes, les arbustes. Donc on a fait aussi l'analyse de tous ces éléments, montrer justement un petit peu les habitudes alimentaires des habitants de l'époque. Et pour un pavillon de chasse, il n'y avait aucune trace de gibier, mais en revanche, il y avait beaucoup d'exploitation des espèces locales comme le poisson d'eau douce, du carpe, un petit peu de perche et de brochet, de larron, qui évidemment qui venait en tant que poisson fumé ou poisson séché pour l'alimentation, et puis beaucoup de volatiles, donc on est de jeunes animaux, donc on est vraiment face à une population relativement aisée, mais apparemment qui ne chassait pas, ou peu en tout cas. Au suivant. Donc, le grand plateforme, le grand jardin qu'on appelle à l'est, donc dans les douves, toujours aujourd'hui, il reste de période d'eau basse des maçonneries qui sont très similaires aux sous-bassements du château, qui ont été recoupés par les jardins plus tardifs et sur lesquels on a fait des sondages à proximité. Suivante. Donc, qui vont... Voilà, ces maçonneries semblent délimiter le côté est, côté château, côté ouest du château de cette plateforme. Et sur le côté nord, apparemment, il y a un petit chemin qui longe la limite avec le fossé et un petit bras canalisé. Donc, nous avons réussi à implanter une grande zone de décapage en profondeur qu'on a réussi à faire par palier. Et donc, dans l'image à droite, on a pu constater la présence d'une simple talus en terre, quand même très large, pas très haute, mais suffisamment pour sortir cette plateforme de la pied des inondations avec les fossés au nord. Et dans l'image en bas à gauche, on a fait un sondage vraiment profondeur pour couper ce fossé, pour couper le talus. Et effectivement, au fond, on a réussi à... Ah, l'image n'est pas... Pardon, ça bouge. Et donc voilà, dans le détail, au niveau de la limite du talus, on voit très bien que le bras du causson était artificialisé ou carrément creusé dans les alluvions. Donc voilà, on voit les anciens niveaux d'alluvions et de tourbes, des accumulations plus récentes, avec accumulation de tourbes dans le bras canalisé, des phases de curage, et puis l'ensemble qui était complètement scellé par un apport massif de remblai à la fin du XVIIe siècle, justement en écrasant des roseaux en surface qu'on a pu voir. Dernière diapo pour moi. Et justement, c'est ce sondage-là qui nous a permis d'avoir une séquence complète depuis les alluvions sableux du Causson à l'aménagement de la grande plateforme du jardin Renaissance et puis toutes les séquences pour les jardins qui ont suivi. Donc, c'est à Cécile. Merci. Voilà, donc au début donc là, on se transporte au XVIIe siècle, et notamment là où tout va vraiment changer pour les abords, à l'arrivée de Louis XIV, au début des années 1680, Louis XIV qui reprend la destinée de Chambord en main. Donc, il trouve à son arrivée donc ces deux plateformes, hein, la plateforme du Petit Jardin qui était devant la tour de la Chapelle ici, bordée par le chemin de Saint-Dié,
et une autre est la plateforme du Grand Jardin dont Simon vient de parler, bordée par un fossé. On a toujours à l'époque, alors ce plan, justement, il ne faut pas regarder ce plan, donc ces deux plateformes environnées par des marécages à cet endroit, et la rivière du Cosson qui n'est pas canalisée, qui est dans son cours naturel. Voilà, donc Louis XIV arrive, et il se trouve les archives conservent deux plans-projets de cette époque qui visiblement prévoient la transformation des abords du château, et notamment la création de parterres d'agrément au nord d'un grand jardin, donc un grand jardin unitaire par rapport aux deux anciens jardins Renaissance, avec unitaire autour du château, au nord et à l'est, sur une plateforme. Donc les deux projets présentent des similitudes, et en fait, on s'est rendu compte, suite aux travaux de terrain que nous avons menés, que en fait, c'est le projet de gauche qui a été réalisé et mis en œuvre. Alors, plusieurs choses nous ont permis de le savoir. Tout d'abord, sur ce plan, on voit mentionner une chaussée pavée. Donc, visiblement, l'ancien chemin de Saint-Dié, qui, d'après les éléments de la fouille, était un chemin sablé ou en terre, a été pavé à l'arrivée de Louis XIV, ou peut-être juste avant, a été pavé vers le milieu du XVIIe. Et on a retrouvé donc des vestiges de ce pavage sur l'aire de fouille. On voit aussi qu'il était bordé par le projet, donc ce jardin était bordé par une palisse, des poteaux visiblement, hein. Sur le plan, on voit des points reliés par des traits. Et bien donc cette palissade en fait était effectivement bien une palissade fondée sur un muret en pierre que nous avons retrouvé ici. Alors là, ce que vous voyez, les trous que vous voyez, ce sont les fosses de plantation des lignes d'arbres qui bordaient le chemin, l'ancien petit jardin Renaissance, qui là sont fouillés, sont dans leur état fouillé. Et donc on voit que la limite du jardin des années 1680 se superpose plus ou moins à celle de l'ancien petit jardin, puisque à cette époque, on a respecté les axes de circulation. Donc le chemin de Saint-Dié a été conservé au même endroit, en fait. On n'a pas modifié les axes. Voilà, le muret, donc là, on voit l'empreinte en négatif d'un poteau en bois, puisqu'il s'agissait manifestement d'une clôture en bois avec des croisillons ici sur cette représentation. On ne sait pas si c'est vraiment fidèle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait des poteaux en bois qui étaient maintenus par des équerres. Alors, autre indice qui nous a permis de savoir que ce projet avait été réalisé. Alors, il faut savoir que personne n'avait idée qu'un tel projet avait été réalisé. Certes, on avait des plans projets, mais c'est vraiment la fouille qui a montré que ce projet avait été mis en œuvre. Sur cette image-là de prospection, donc c'est une carte géophysique, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a très peu de temps, mais c'est une sorte de radiographie du sous-sol qui permet de voir, de distinguer des éléments qui sont enfouis et qui ne sont pas visibles évidemment à l'œil nu, à la surface du terrain. Et donc sur cette image géophysique, on voit clairement une limite qui a exactement la forme du mur, en fait, du canal qui, sur le projet de 1682, cerne la grande plateforme des jardins. Autre anomalie résistante, là aussi, deux anomalies résistantes qui sont étrangement axées de la même façon que ces allées-là, dessinées sur ce plan. Et puis, une sorte de confirmation, puisqu'on a un plan des abords du château réalisé en 1693, qui, là, on est sûr que c'est un plan d'existant, tandis qu'à gauche, on était plutôt devant un plan projet. Et donc, ce plan d'existant dessine le canal tel qu'il est déjà dessiné sur ce projet. Voilà, donc il est quasiment certain que le projet du plan qui est sur votre gauche a été réalisé. Des indices encore vraiment de terrain, là pour le coup, lors du décapage de la partie est du jardin,
nous sommes tombés sur ce niveau qui correspond justement à l'époque où Louis XIV est sur le site et qui sont synchrones, qui est synchrone du petit muret que je vous ai montré de l'autre côté. Et donc là, qu'est-ce qu'on observe? On observe des zones avec un épandage de bonne terre unifère, voilà, avec cette couleur très brune, intercalées par des zones beaucoup plus sableuses et stériles. En fait, quand on compare le plan de ces grandes zones de sédiments apportés de façon sélective, eh bien, on se rend compte que ça épouse quasiment exactement le dessin des parterres représentés à l'est du château sur ce plan de 1682. Et donc, autre confirmation que ce projet a été réalisé. Par contre, il y a de fortes présomptions pour que les plantations n'aient pas été achevées. Pourquoi? Parce qu'on a observé très peu de fosses de plantation. Normalement, ces allées étaient bordées par des alignements de taupières ou des alignements d'arbres, on les voit ici. Or, on n'a pas retrouvé de fosses de plantation à cet endroit. On en a quand même localisé quelques-unes qui datent de cette époque. Et étrangement, elles ne sont pas comblées avec de la bonne terre, comme ça aurait dû être le cas si on devait y planter des végétaux. Elles ont été comblées avec des remblais. Et donc, c'est ce qui nous fait penser que ce jardin n'a pas été vraiment abouti. C'est-à-dire qu'on a fait les apports sélectifs, on a fait tous les travaux de terrassement, on a construit le canal et on a commencé à faire les plantations et on s'est arrêté. Et effectivement, la documentation historique montre que les travaux s'arrêtent vers 1685. Dans les comptes du domaine, on n'a plus de dépenses. Louis XIV se détourne de Chambord, a mieux à faire ailleurs, et notamment à Versailles, et puis je crois qu'il est impliqué dans beaucoup de conflits. Et donc Chambord, tout s'arrête à Chambord dans ces années-là. En tout cas, la réalisation de ce jardin. Mais ce qui se passe à cette époque, c'est qu'on a un nouveau projet qui est en germe et qui a même été amorcé, qui prend, lui, en revanche, qui prend en compte, quand on regarde le plan des abords de Chambord en 1681, donc ça c'est l'état hérité Renaissance, et puis le projet qui est amorcé et en partie réalisé de 1682, on voit que les axes hérités du Moyen-Âge sont conservés dans ce projet. Or, sur le plan de 1693, qui est un plan existant, on voit, ce plan est très très intéressant parce qu'on voit à la fois les travaux qui viennent d'être réalisés, mais qui se sont arrêtés. On n'a pas les plantations ici. Le terrain est laissé en friche et on construit de nouveaux murs parce qu'on a un nouveau projet. Et donc ici, on voit projet du canal. Donc c'est le nouveau projet qui est en germe et qui commence dans les années vers 1685-86 et qui s'arrête, lui, par contre, définitivement, enfin pas définitivement, mais en tout cas pour le XVIIe siècle, qui s'arrête en 1693. Et pour ne reprendre que 40 ans plus tard, dans les années 1730, et là c'est une autre histoire qui commence. Mais en tout cas, on a cette grande plateforme unitaire des jardins qui est déjà là, qui est construite, et qu'il ne reste plus qu'à finir de remblayer pour installer le jardin du 18e. Alors, en fouille, on a retrouvé les contreforts de ces murs de terrasse qui soutenaient cette grande plateforme et qui sont construits en 1693 déjà. Voilà, et donc là, je vous ai mis cette photo parce qu'on voit que ce projet, eh bien, est venu recouper, on le voit sur le plan de 1693, on voit que cette nouvelle plateforme vient recouper l'ancien chemin pavé qui est là, et dont on a retrouvé les pavés ici. Voilà, donc dans les années 1730, l'autre chantier reprend. C'est Stanislas Leczinski, qui était le roi de Pologne en exil, que Louis XV, je ne sais plus, Louis XV, je pense, accueille en France, puisque c'est le père de
de sa femme, Maria. Et donc, ces remblais qui sont répandus sur le terrain, l'ancien terrain, donc avait déjà été en partie remblayé, et pour compléter, les voici ici dans cette coupe, immédiatement sous le niveau de terre végétale actuel. Alors, les jardins conçus, je regarde l'heure, ok. Les jardins conçus donc à cette époque sont des jardins tripartites. On a 3 parties dans ce jardin en L qui entoure le château, qui est lui-même, enfin le jardin lui-même entouré par les bras canalisés, le bras canalisé du Cosson. Hein. Par la même occasion, hein, on a construit la plateforme et également canalisé le Cosson, construit un nouveau pont, aménagé de nouveaux axes de circulation. Donc ce jardin tripartite, un parterre au nord, un parterre à 2 feuilles, hein, c'est comme ça qu'ils sont décrits dans les descriptions de l'époque, un autre parterre à 2 feuilles du côté est, et dans l'angle nord-est, dans l'angle nord, un quinconce de marronnier. Donc un quinconce, c'est un aménagement, ce qu'on appelle dans le jardin un aménagement c'est un couvert, par opposition au découvert que sont les parterres, où on se promène, il n'y a pas d'ombre. Le quinconce est un aménagement boisé, mais qui permet de voir, d'avoir une vue sur l'extérieur, puisque ce sont des arbres en alignement. Il n'y a pas de couvert boisé à cette moment. Voilà à quoi ressemblait ce parterre nord, donc il s'étendait devant la façade nord du château, la façade principale, côté jardin, à l'époque du maréchal de Saxe, vers 1745. Donc des feuilles de parterre, ici, avec des broderies, des plates-bandes de pelouse, ponctuées par des petites taupières, des arbustes taillés en boule, et puis une grande allée axiale, bordée par des plates-bandes aussi plantées de fleurs, et ponctuées par des taupières taillées avec des motifs en forme de pièces d'échiquier. Voilà, et puis ces grands alignements qui bordent de chaque côté, qui ont laissé, eux, des traces. Donc le parterre n'a laissé aucune trace puisque fin 19e, le jardin est recomposé et on décaisse le terrain pour faire une espèce de parterre en décaissé, un parterre de pelouse en décaissé, donc qui a vraiment fait disparaître toutes les traces de ce parterre. Voilà, donc ce qu'on a pu retrouver en revanche, c'est toute la structure, le squelette du jardin, parce que c'est un jardin qui était fait avec des allées, beaucoup d'allées, donc très minérales, des espaces plantés en parterre avec des compartiments de pelouse, des broderies. Et puis, l'architecture de ce jardin, c'était les allées, en fait. Et notamment celle du quinconce, mais aussi toutes les allées qui faisaient, qui bordaient, qui étaient intercalées entre les parterres et le quinconce. Et donc, ces fosses de plantation, des plantations de ces arbres qui composaient ces alignements, ces grands alignements, eh bien, on les a quasiment toutes retrouvées en fouille. Donc ici, on en a une en plan, hein, une autre ici. Ici, on l'a recoupée pour la fouiller. Et donc, on voit, hein, elle se distingue vraiment très, très bien dans l'encaissant qui est constitué de remblais marneux, de fragments de déchets de chantier, voilà. Et au contraire, à l'intérieur, bien, comme l'encaissant était assez stérile, les jardiniers, hein, les concepteurs de ce jardin, ont vraiment pris le soin de mettre une terre vraiment très, très, très unifère pour offrir le maximum de nourriture aux arbres qui allaient être plantés. Ici, vous voyez cette longue tranchée. En fait, on est sur la tranchée, à la fin du 19e, je vous ai dit tout à l'heure, le jardin est replanté. On recompose un quinconce d'arbres, mais contrairement au XVIIIe siècle, on va planter tous ces arbustes et ces arbres dans des longues tranchées. Et donc ça, on est devant une tranchée de plantation de la fin du 19e, du début du 20e siècle, qui vient recouper donc un aménagement plus ancien qui est la fosse de plantation d'un arbre réalisé au XVIIIe. Voilà. Donc on a mis au jour le puits qui était implanté au centre. Alors oui, le parterre qui est à l'est, à l'origine, il est fait de 2 feuilles de parterre d'agrément, hein, d'une plate-bande avec des broderies qui font des motifs à l'intérieur. Mais au milieu du XVIIIe siècle, vers 1749, le jardin de Est est transformé en 4 carrés potagers. Donc certainement un potager d'agrément. Et à cette époque, on implante un puits justement pour pouvoir arroser les cultures.
Là, vous avez la photo d'une plate-bande. Donc, voilà ce qu'on peut retrouver en fouille hein, comme trace de plantation. C'est vraiment du concret. On a ici le creusement qui a été réalisé pour faire cette plate-bande qui entourait l'un des carrés potagers. Et donc là, vous l'avez en coupe. Elle recoupe donc les remblais hein, qui ont permis de niveler la surface de ce terrain. Et là, on la distingue aussi également en plate. Une plate-bande qui fait 2 mètres de large, donc qui était ponctuée par des arbustes et plantée de fleurs qu'on pouvait changer au gré des saisons. Les plates-bandes étaient légèrement bombées et elles faisaient le cadre du parterre, en fait. Et on les a ici, donc ces fosses de plantation qui étaient des arbustes qui étaient plantés dans les alignements, dans les plates-bandes qui cernaient ces parterres. On a 2 niveaux ici de fosses. En rouge, cet alignement qui correspond aux 2 feuilles du parterre, donc l'état originel de ce parterre, avec des taupières certainement d'ifs ou de buis qui étaient plantées. Et un deuxième niveau, deuxième état, l'état des plates-bandes ponctuées de petits arbres fruitiers, lorsque le jardin, les 2 feuilles de parterre sont converties en potager d'agrément, en 4 carrés. Donc les 4 carrés qu'on a ici. À droite, sur cette photo, pardon. Sur cette photo, vous avez, ça c'est complètement inédit, la documentation n'en parlait absolument pas. Autant elle parlait des plates-bandes et de la plantation des taupières et des arbustes qui les ponctuaient. Ici, on a retrouvé ce motif de ces petites virgules hein, remplies de bonne terre qui correspondent a priori à des motifs de gazon en forme de coquille. C'est cité dans la documentation plus générale des traités horticoles de cette époque. On pouvait faire des motifs ornementaux en gazon en forme de coquille. Et donc, ces coquilles de gazon étaient situées ici, aux angles de chaque carré potager, autour du puits qu'on voit ici. Voilà en vue aérienne, donc une vue par drone effectuée au-dessus du site du parterre des carrés potagers, avec, voilà, comme je vous le disais, les plates-bandes fleuries qui dessinent les carrés, et puis les coquilles végétales et les allées. Ici, le carré, c'est en fait la fosse de construction du puits. Donc, je vais passer vite pour laisser quand même la parole ici. Trace des planches potagères. Donc, le potager, le jardin en lui-même, évidemment, va vivre des vicissitudes au 19e. Il va disparaître. Il va être transformé. Tout d'abord, le potager va rester actif. Le reste du terrain va être en pré. Ensuite, le potager va disparaître et l'ensemble du terrain va être mis en culture. Et là, je vous ai mis cette photo qui est intéressante où on voit les traces de labour lors de la mise en culture et du jardin en fait. Donc le jardin est recomposé à la fin du 19e. Je vous ai déjà montré les tranchées de plantation hein, par opposition aux fosses de plantation isolées du 18e. La vue aérienne des jardins replantés, donc ce qu'il en reste au milieu du XXe siècle. Il reste encore un alignement. Donc ça, c'est des alignements qui sont plantés, qui datent du début du XXe. Le terrain avant les fouilles, donc il n'y avait plus aucun alignement d'arbres. C'était un vaste parterre de pelouse. Le parterre nord en cours de réalisation, puisque il a été décidé que ce sont donc l'état de référence du XVIIIe siècle qui sera restauré, réintroduit à Chambord. Voilà l'état donc des parterres aujourd'hui, largement inspiré par la documentation historique et par les traces surtout tangibles que nous avons pu mettre au jour dans le sol. Voilà. Je vois qu'il est 15h24. Je vais laisser la parole à Simon. Si tu es d'accord, Simon, ou tu préfères que... Dis-moi. Oh, non, moi je crois que le jeu de roi, c'est vraiment parce que ça montre un petit peu de ce qu'on peut y faire dans les jardins. C'est ça qui le... On peut s'y amuser. Ah, bah, d'accord, comme tu veux. Je vais faire vite et peut-être que tu auras 5-10 minutes pour parler de Signy et de la grotte. Okay. Tu préfères que je parle de Chantilly plutôt que de Méréville? Oui. Ah, bah, je pense, oui. Ah, oui, voilà. Parce que là, c'est... Ok. Donc, une autre étude donc, a été appliquée à un jeu de loi grandeur nature
situé dans le petit parc de Chantilly. Le petit parc, c'est cette zone boisée qui a été aménagée au XVIIIe siècle comme une sorte de parc d'agrément, hein, pardon, un parc d'attractions ludiques avec tout un tas de bosquets destinés aux jeux, à des jeux de plein air. Et donc ici, au centre de ce petit parc, ce grand bosquet en forme de spirale qui correspond justement à ce jeu de loi grandeur nature qui a été créé aux alentours de 1737. Donc vous avez le château ici, les grandes allées qui y mènent. Le jeu de loi est même traversé par cette allée. Voilà, donc voici quelques plans hein, qui le représentaient. Donc son existence était connue, mais on ignorait qu'il en restait encore des traces. Donc il faut imaginer donc, un bosquet. Hein. Donc un bosquet, c'est quoi? C'est un aménagement boisé, mais dans lequel on ménage des espaces ouverts avec des salles qu'on appelle salles de verdure, et puis des allées qui permettent de circuler au sein du bosquet, et des allées qui sont bordées, en général, bien encadrées par des palissades taillées. Et donc ici, la documentation nous permet de savoir que c'était donc une allée donc avec des banquettes de verdure. Donc ce n'était pas des palissades hautes, puisqu'il fallait que les joueurs puissent se voir d'une case à l'autre. Vraiment, c'était un jeu qui était destiné. Les archives conservent une règle du jeu de loi de Chantilly, donc qui donnait toutes les indications pour pouvoir jouer dans ce bosquet. Voilà donc la case de départ ici, plus grande, et puis une alternance de cases circulaires ou de cases rectangulaires. Donc les cases rectangulaires, ce sont des cases normales, voilà. Les cases circulaires, ce sont les cases OA. Et puis on a des cases particulières, exactement comme sur un jeu de table, hein. Le pont, la prison, le cabaret, qui peut être l'hôtel également, le labyrinthe, la mort, la case d'arrivée, et puis voilà. Et donc sur le terrain, donc c'est en fait un conservateur du château de Chantilly qui, en se promenant un week-end dans le parc du château, a découvert dans la broussaille, dans la friche de ce bois, des éléments maçonnés, des éléments en pierre. Et il a compris qu'il était devant le jeu de loi, en fait, dont il subsistait des vestiges. Voilà, donc ça a commencé comme ça, avec la découverte donc, du puits, de plusieurs bornes, voilà, des jolies bornes avec une calligraphie typique du XVIIIe, et puis des socles en pierre, voilà, qui correspondent certainement, enfin à l'époque on pensait qu'ils pouvaient correspondre à des socles sur lesquels étaient posées des oies sculptées. Voilà, ici vous avez le pont, un pont miniature, hein, exactement, avec les contreforts, un décaissement latéral pour symboliser le lit du ruisseau. Donc tout était vraiment fait pour se sentir exactement comme en réel. Ici, donc une pierre sculptée avec des dés. Voilà. Donc il y avait 2 cases réservées aux dés, la case numéro 26 et la case numéro 53. Exactement comme sur la règle du jeu actuelle. Alors, dans les années 2000, le jeu, donc tout ce bosquet a été déboisé quand on a compris qu'il restait des éléments. Une association d'archéologie locale a défriché le terrain. Il s'étend sur 3 hectares, hein, ce jeu. Et donc, ils ont repercé l'allée de jeu. Sauf qu'ils n'ont pas repercé l'allée exactement à l'endroit où elle se trouvait à l'époque, puisqu'ils l'ont repercé. En fait, ils se sont basés sur la localisation des bornes, mais en fait, les bornes étaient localisées sur le bord du chemin, le bord de la piste de jeu. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'il a fallu qu'on étudie, qu'on analyse pour le comprendre. Voilà, donc on a procédé par étapes. On a commencé par faire une prospection géophysique sur une bande test pour voir si les éléments manquants pouvaient être conservés dans le sol, en fait. Et il s'est avéré que oui, quand on a superposé le plan, le tracé du plan de 1737 à cette image géophysique, on s'est rendu compte que exactement à l'endroit où devait se trouver un élément du jeu, par exemple ici, on aurait dû avoir une borne, et bien ici, étrangement, on a
une trace, une anomalie résistante. Donc, une anomalie résistante veut dire présence d'un élément qui fait barrage au passage du courant dans le sol, qui est résistant. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a compris que en fait, toutes les bornes étaient enfouies dans le sol, qu'on avait même des traces conservées, des éléments comme la mort, le cabaret, on ne voyait pas grand-chose, mais et la prison également. Donc c'est comme ça qu'on a, après avoir vu ces images, on a pu aller directement au contact des éléments qui étaient apparus sur l'image de prospection géophysique. Ça nous a évidemment évité de retourner tout le terrain de ce bosquet, qui est très boisé, hein, on le voit sur cette image. Et donc on a pu retrouver tous les socles d'oies, voilà, vous en avez un exemplaire ici, qui agrémentait ces cases circulaires. On a également retrouvé la base, la fondation maçonnée de ce qui devait représenter la mort. Alors, certainement une statue hein, qui reposait sur un piédestal qui lui-même était fondé sur cette maçonnerie. La case du labyrinthe, on voit sur le plan 1737 qu'il est représenté par un élément maçonné ovale. Eh bien oui, ça n'a pas manqué. Ce qu'on retrouve à cet endroit est effectivement cette base maçonnée ovale. Et puis pour la case d'arrivée, étrangement, sur le plan de 1737, c'est un élément carré, hein, de plan carré, qui n'est pas représenté en rouge. Donc tout ce qui est maçonné était représenté en rouge. Ce qui est en noir, en général, c'est du matériau végétal ou des matériaux légers. Et donc, on a quand même à cet endroit la fondation maçonnée pour un élément carré. Voilà. Alors au niveau du cabaret, c'était intéressant puisqu'on a retrouvé exactement le plan du cabaret représenté sur le plan de 1737, avec ses plots maçonnés, donc faits de maçonnerie liée au plâtre, avec l'empreinte des poteaux en bois qui faisaient la structure de cette fabrique de jardin en matériaux légers. Voilà, donc Frédéric Sichet, qui s'est occupé de la restauration de ce jeu de loi pour une agence d'ACMH, a fait une esquisse hein, pour la reconstitution, la recréation du cabaret avec des perches de châtaignier qui ont été plantées exactement dans les poteaux qu'on a mis au jour lors de la fouille. Voilà, donc le bosquet du jeu de loi aujourd'hui, vous pouvez le visiter, hein, il est en activité. Et donc on a prélevé des plants de charmille dans le bois pour reconstituer des banquettes de verdure hein, qui permettaient de limiter cette allée qui faisait la piste de jeu et qui était en pelouse. Donc voilà, on l'a laissé en pelouse. Et puis le bosquet, pour le moment, s'est dégagé, mais à terme, eh bien, on aura un couvert boisé qui permettra de revivre ce bosquet et ce jeu de loi grandeur nature tel que les visiteurs du 18e ont pu y circuler. Voilà. Donc je laisse la parole à Simon. Je regarde. C'est bon, Simon, je t'ai laissé un peu de temps. Ok, je vais faire. J'avance dans le diaporama. Ok, merci. Ah, voilà. Voilà. Ok, reviens. Ok. Pardon. Encore une. Voilà. Ok. Donc, malheureusement, on n'a pas pu voir Méréville parce que là, c'est très intéressant pour tout ce qui est gestion de l'eau. C'est toujours un des éléments essentiels dans les châteaux. Et donc là, on va faire un petit saut au fin fond de la Touraine, avec les confins du Poitou, pour le château du Grand Pressigny, un site qui est connu surtout pour l'exportation au néolithique de ses livres de beurre et ses objets fabriqués en silex blanc d'une qualité extraordinaire. Puis pour son donjon médiéval, mais aussi pour son ensemble de bâtiments Renaissance, parce que à partir de 1523, le domaine passe dans la main des familles Savoie-Villa, oui, comme Louise de Savoie, le maire de François Ier, et qui reste dans cette famille jusqu'au 1627. Donc là, toute cette période, c'est occupé par des gens qui sont vraiment au cœur de la cour royale, qui tiennent vraiment les positions les plus hautes du royaume. Donc, le château en lui-même, il est dans le bourg.
avec la vallée de la Claise, qui est le cours d'eau principal, et au nord, la petite vallée du Ferrus, c'est une petite rivière, et au sud, l'Aigron. En fait, c'est défini un petit plateau calcaire sur lequel s'étendaient des jardins. Au prochain. Okay. En vue aérienne, donc les jardins ont fait l'objet d'une première étude avec des sondages, des prospections en 2000, si mes souvenirs sont en 1999, par Anne Alimont, qui était vraiment la pionnière de l'archéologie des jardins en France. Donc, on a retracé partie des plantations 16e et les grands axes structurants des allées à l'intérieur qui sont figurés en vert sur le plan. À l'intérieur du parc, qui est délimité par un mur de ceinture maçonnée en rouge. Et ces allées sont les grands axes perspectives pour structurer l'ensemble, mais aussi c'était les lieux de promenade. Donc finalement, on peut imaginer qu'il y a des circuits de visite où on se promenait dans le domaine. Là, jusqu'au point numéro 3, où le mur de clôture traverse la vallée, c'est une petite source qui a été aménagée avec un bassin à l'intérieur du domaine, à l'intérieur pour le château, avec une petite alimentation à partir de la source pour l'abreuvoir à l'extérieur, pour l'utilisation des éleveurs de l'époque. Et tout un système hydraulique, hydrographique qui était pas mal transformé, avec au fond du pied du coteau, au point numéro 2, un pavillon architectural, ou la grotte, ou le nymphée, qu'on appelle ça. Suivant. Donc, justement, le vallée et le cours d'eau du Ferrus a été beaucoup trop remodelé par le passage du chemin de fer à la fin du 19e siècle. Mais les ingénieurs, évidemment soucieux d'assurer la stabilité de leur ouvrage, ils ont fait des plans d'exécution des relevés de l'existant, y compris les ouvrages hydrauliques, les ruisseaux, les passages, les bâtiments, les plans d'eau, et aussi les ouvrages à effectuer pour franchir ces éléments. Donc, en croisant le plan de l'ingénieur avec le cadastre ancien et l'existant actuel, on arrive quand même à restituer le réseau initial. Donc, tout à droite sur le schéma en bas, il y a un petit point bleu pour la fontaine des Ferrus, avec son alimentation de l'abreuvoir. 3 bras d'eau canalisés, dont le rouge qui est maintenant plan d'eau à cause des inondations. Les 2 autres qui sont pointillés, qui sont encore partie existante, et le cours principal qui existait à l'époque et qui existe toujours. Arrivé vers la petite grotte, il y a des dérivations et des tracés qu'on doit restituer avant de retomber sur ce qui existait encore sur le cadastre au début du 19e siècle. Suivant. Petit temps d'attente. Voilà. Donc, le nymphée ou la grotte en elle-même, c'est un joli ensemble architectural. Bon, là, le pauvre édifice est en attente d'un projet de restauration. Donc, pour le protéger, il y a des contreforts en parpaing et une toiture, donc pour éviter que l'eau s'infiltre dans la coupole de la voûte. Donc, voilà, c'est un petit bâtiment carré avec une façade incurvée. Et à droite, on voit les détails avec des décors, des congélations sculptées en pierre, niches avec coquilles Saint-Jacques, surmontées par la cartouche de la famille Savoie-Villard. Donc, on est dans les années 1620, donc on est là plus ou moins contemporain à la construction du château de Richelieu à côté. Donc, on est sorti du XVIe siècle, là. À gauche, on voit bien au pied, justement, du pavillon, de décapage qu'on a pu faire pour essayer de retrouver un petit peu les aménagements qui alimentaient cet ensemble. Au suivant. Donc, l'intérieur, vue plongeante, c'est une petite pièce carrée au pont coupé avec des niches dans chaque angle. Et devant, c'est une vue verticale un petit peu tordue de l'esplanade qu'on a décapé avec un arrivée à gauche, une adduction, suppression à gauche, un regard
Et il y a deux sorties de tuyaux en plomb qui alimentaient des niches, des statues dans les niches sur la façade. Suivant. Oh, c'est un peu long, voilà. Dans le détail, donc voilà, on a toujours le plan du pavillon. Donc, au pied de la niche gauche, c'est un tuyau, un moignon de tuyaux en plomb qui était encastré dans un tuyau en terre cuite qui servait finalement de gaine ou de fourreau, comme on fait aujourd'hui avec le PVC, malheureusement. Et le tout encastré dans une masse de maçonnerie. Immédiatement à côté, le petit regard technique. Et en haut à droite, au fond de ce regard, on voit le dormant d'un tuyau en bronze et en plomb. Et en effet, c'est la partie dormante d'un robinet de réglage ou une cannelle. C'est tout simplement une carotte en bronze percée et qu'on tourne pour ajuster le débit, justement pour assurer que le niveau d'eau sur les deux fontaines est identique. Et voilà, il y a un petit moignon aussi de tuyau en plomb pour la niche à droite. Nous suivons. À l'intérieur, ce sont les mêmes aménagements. Donc, on a un sol en dalle de calcaire local blanc avec des plaquages en ardoise qui reprend le motif octogonal du plomb. Donc, voilà, c'est une petite l'imitation, une copie des effets de marbre noir et blanc dans les vestiges ou dans les édifices un peu plus prestigieux, très, très aimés par la Renaissance italienne. À droite, l'image, on montre bien les traces, mais c'est plutôt les négatifs parce que les dalles ont été récupérées. Suivant. Mais par endroit, voilà, au pied à gauche d'une des niches, on voit une petite rigole. En fait, les dalles sont aménagées avec une rigole caniveau de surface très peu profond. Donc, ça fait pour récupérer les eaux, justement, qui tombaient des statues ou des fontaines dans les niches. On voit bien dans l'image de droite le moignon de tuyau en plomb et avec le blanchiment du caniveau de surface. Donc, c'est vraiment un filet d'eau qu'il aurait fallu franchir quand on rentre à l'intérieur de la grotte. Et la pièce centrale, suivant. Donc, idem, un bassin creusé dans le rocher qui aurait été étanchifié par un mortier hydraulique, probablement avec une fontaine centrale, mais un espace sous l'eau qui servait aussi pour l'arrivée d'eau sous pression. Donc, c'est des tuyaux épaisses de faible diamètre en terre cuite, enrobés dans une grosse couche de mortier de tuiles roses, et qui servaient par la suite de local technique pour la redistribution de l'eau sous pression dans les tuyaux en plomb. Donc, c'est tout un aménagement qui a disparu, mais dont il y a quelques traces. Suivant. Donc, à l'extérieur, tout s'était relié. Donc, les eaux s'évacuaient par le rigole de surface, probablement vers un bassin à l'extérieur. Donc, on a réussi à décaper une partie. Donc, on voit à droite, il y a une arrivée, une grande canalisation maçonnée qu'on a découvert, mais on n'a pas ouvert, parce qu'il y a des éléments qui sont contre service. Dans le décapage, voilà, là où il y a les petites flèches, c'est le bord du grand bassin octogonal ou dodécanal, je crois, avec des vestiges d'une canalisation qui le relie, ou une rigole qui le relie à un petit bassin circulaire à droite. Et on a abandonné le sondage au milieu du grand bassin parce qu'avec les remontées assez rapides d'eau, il semblerait qu'une bonne partie du système d'alimentation fonctionne toujours. Donc, on n'a pas voulu aller plus loin. Au suivant. Donc, le bassin principal. Donc, voilà, c'est vraiment les détails de l'image de gauche. C'est les vestiges de la canalisation entre les deux bassins. Avec en bas de l'image à gauche, le bordure du bassin. Et la même chose vue du côté. Suivant. Et là, on a pu voir pour le grand bassin central qui était vraiment plan d'eau au milieu de l'esplanade devant la façade de la nymphée, la base du bassin avec le départ de ses élévations. Tout était étanchifié à l'extérieur par une courroie d'argile grise plastique.
Et le fond, l'image à droite, c'est un nodule de mortier hydraulique gros. C'est assez grossier, mais néanmoins, c'est une vraie mortier hydraulique qui tapissait tout le fond du bassin pour assurer l'étanchéité, toujours. Et avant-dernière image. Et le petit bassin circulaire qui est encore alimenté par on voit à droite l'eau courante, l'eau claire qui sort. Donc la bouche de sortie a été réaménagée au 19e siècle justement pour éviter que ça inonde tout autour. Mais le tuyau en lui-même, en profondeur, est encore sur place. Et en face, il y a le petit échancrure dans les blocs du parement intérieur. C'est ça qui sert de niveau de réglage, un petit déversoir qui reliait le grand bassin au petit. Donc voilà, on assure le niveau d'eau constant. Et en revanche, les évacuations vers l'extérieur ont été effacées par le passage du chemin de fer, malheureusement. Au suivant. Donc, on a réussi à restituer un petit peu l'aspect d'origine dans la mesure du possible, avec le bassin séparé de la vallée par un mur bahut, un petit mur de terrasse qui a survécu quand même. Donc, on peut imaginer une clôture légère, une palissade ou quelque chose comme ça, pour vraiment créer cet espace relativement fermé, probablement fortement végétalisé avec le plan d'eau et le petit pavillon où c'est vraiment un amphithéâtre. Avec les systèmes d'adduction, bon, il y a des éléments qui restent à découvrir, hein, parce que ce n'est qu'un sondage d'évaluation pour en savoir un peu plus avant un éventuel projet de restauration. Voilà, il y a encore des recherches à mener. Suivant. Ça, oui. Et malgré sa datation relativement tardive, parce qu'on est plutôt dans le 17e, première décennie du 17e siècle, il y a beaucoup de caractéristiques qui font penser au jardin de la raison décrit par Bernard de Palissy dans sa recette véritable publiée en 1563. Donc, il y a la situation du pavillon au pied d'une coteau escarpée, situation partagée par exemple par la grotte au château de Meudon, non m'échappe. Une adduction artificielle, donc c'est une source d'eau sortant des dits rochers et venant de lieux hauts. Donc, on a les deux systèmes là. Il y a des prés ou des champs de la vallée devant l'esplanade. On a pu voir aussi dans d'autres sondages derrière probabilité d'une toiture végétalisée. Et une esplanade devant le mur de clôture ou avec le mur de clôture, avec les fontaines dans des niches. Donc, voilà, il y a comme un édifice qui est en partie inspiré par ça, mais toujours avec toute cette l'imaginaire de la culture littéraire et gréco-romaine des élites de l'époque, dont les nymphées à l'antique, sans compter les formes architecturales qu'on voit dans le songe de Polyphile, qui était une espèce de quête littéraire qui a été publiée au XVIe siècle et qui a été décrit par Naomi Miller, qui était vraiment une spécialiste des fontaines Renaissance, comme un catalogue imaginaire. Donc voilà, c'est toutes ces sources, des inspirations qui ont été puisées justement pour la construction de ces édifices. Voilà, donc on peut, grande question se pose quant à l'identité de la commanditaire ou du commanditaire. Donc je n'irai pas beaucoup dans la généalogie, mais voilà, on aura de savoir, c'est après Henriette de savoir sa fille qui était mariée avec Melchior. Enfin bon, on est vraiment dans les gens très impliqués aussi dans les lits catholiques à l'époque. Suivant. Et il est tout à fait possible que, vu la datation de l'ensemble, si c'est pas Charles de Lorraine ou Henriette de Savoie, elle-même, qui tous les deux meurent en 1611, ça pourrait bien être soit le fils Philibert Emmanuel de Montpezat, qui est mort au siège de Montauban, justement en 1621, ou même sa veuve, Éléonore de Thomesin, qui aurait pu avoir le charge de la construction de ces ouvrages. Et dans le cas de quelque chose d'inspiré par Bernard de Palissy, c'est assez ironique de voir que c'était aussi ces personnes qui étaient très, très impliquées dans l'Église catholique, très proches de l'Antoine de Nervez, l'épistolaire et apologiste de la Ligue, et finalement aussi avec Honoré d'Urfé, c'est le petit-fils de Claude d'Urfé,
qui a construit une magnifique grotte architecturale avec des incrustations de coquillages, etc., dans le département de la Loire. Donc voilà, c'est tout ce petit monde vraiment de l'élite de l'époque avec cette émulation artistique et architecturale. Et donc, voilà, notre cas du Grand Prêtre Signy, c'est peut-être une des manifestations. Voilà, je reste. Donc, je fais appel à notre modératrice. Oui, merci beaucoup Cécile et Simon pour cette brillante et riche présentation qui nous a fait découvrir donc ce nouveau champ de la recherche archéologique que sont les investigations portées sur les jardins historiques. Alors, comme vous l'avez très bien exposé, l'archéologie des jardins est une véritable science, vous l'aurez compris, pluridisciplinaire, qui allie à la fois archéologie, les sciences de la terre, l'histoire des techniques, qu'elles soient horticoles, hydrauliques, etc., ou encore les données archivistiques et iconographiques. Alors, le public, vous pouvez, n'hésitez pas à nous poser des questions. Les conférenciers sont là pour y répondre. Nous avons une première question. Alors, donc je vous relaye les Okay. questions, Cécile et Simon. Alors, connaissant les principes, les apports et les limites de la palynologie à la connaissance de l'environnement paysager, la personne vous demande comment l'archéologue définit la ou les zones de prélèvement. Oula. Cécile, je prends ça? Vous, si tu veux, oui. Ok. Si tu veux. Bah, en fait, c'est un petit peu, c'est une fonction de l'échantillonnage. On ne peut pas, plus fort raison pour les sédiments qui a peut-être 7-8 mètres de profondeur, on ne peut pas savoir d'emblée où ça va être. Mais en effet, les premiers 37, les premiers sondages qu'on a faits, on a pu établir le potentiel, tout simplement, en nettoyant, en faisant des échantillonnages, des tests d'analyse qui étaient... Et à partir du moment qu'on a un endroit où des carottes, des colonnes sédimentaires qui ont donné du résultat positif et encourageant, on a réussi à faire des sondages complémentaires en carottage, beaucoup plus ciblés. Et là, à partir de ce moment-là, on a vraiment des séquences de tourbes identifiées. On a pu faire vraiment les prélèvements beaucoup plus denses. Mais effectivement, dans un premier temps, il faut vraiment... la plupart des autres sédiments n'avaient pas du tout de potentiel. Mais bon, on sait qu'en fond de vallée, là, dans une zone où ça n'a jamais été curé, on a peut-être plus de chances de trouver les dépôts anciens que, par exemple, si on faisait ça à l'extérieur ou là où les poissons étaient curés ou que des contaminations, des plus fortes risques de contamination. Mais effectivement, on fait des sondages pour localiser d'abord et par la suite, une fois qu'on a des positions, c'est là qu'on met vraiment les moyens de faire des prélèvements bons et due forme exprès pour la palynologie, parce que là, c'est des techniques qui sont très pointues, des conditions de prélèvement, de stockage très, très rigoureuses, sinon il y a des risques de contamination. Donc, du coup, ouais, c'était vraiment les deux carottages qui étaient prévus pour ça et rien d'autre. Oui, en fait, je vais compléter. En fait, ces carottages qu'on a réservés aux analyses palynologiques, c'est les carottages qui présentaient tu l'as plus ou moins dit, Simon, déjà, mais je résume, qui avait des niveaux de tourbe, le plus de niveaux de tourbe, je ne sais pas si vous avez vu sur les diagrammes que Simon a présentés, l'endroit où on a fait les analyses palynologiques, c'est les carottes où il y avait plusieurs niveaux successifs de tourbe. On les a vraiment réalisés à cet endroit. Et puis, je ne sais pas, également sur le même diagramme, il y avait des bandes horizontales qui étaient marquées stériles. En fait, c'est les niveaux de sable. Et on est sûr que quand on tombe sur un terrain où il y a du sable, on n'aura pas de pollen conservé. Le pollen, il a besoin d'humidité pour se conserver. C'est de la matière organique, en fait, comme une autre. Et donc, si il est soumis à des phases d'assèchement, de humidification, hein, ça dégrade, la matière organique se dégrade, il n'y en a plus. Et moi, typiquement, dans mes fouilles à moi, qui sont souvent réalisées dans des jardins du 17e, 18e, pas forcément comme avec la problématique d'un cours d'eau, comme on a à Chambord,
À Chambord, les analyses paléontologiques n'ont servi qu'à analyser le paysage avant, le paysage ancien. À partir du moment où on arrive sur le site, sur les niveaux du 17e, 18e, on n'a plus de pollen dans les sédiments parce qu'on est sur des remblais, on est sur des apports de sable. Donc, c'est des sédiments qui seront stériles en pollen. Il n'y aura pas de pollen suffisamment, en tout cas, pour pouvoir faire des statistiques. Et donc, on ne va pas mettre en œuvre ce genre d'analyse dans des sédiments de ce type. Donc, c'est vraiment parce qu'on avait de la tourbe dans les carottes qu'on s'est dit, là, on est sûr, on va avoir des pollens et on va pouvoir faire une étude de la végétation et de l'évolution de la végétation au long cours, sur le diachronique, en fait. Oui. Ok, merci. Alors, une autre question. Pour la grotte du Grand Pressigny que vous avez présentée, est-ce que des comparaisons ont été menées avec les grottes de la Maison de Savoie dans le Piémont et autour de Turin? Non, pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. C'est, comme dit, c'était vraiment la première, les premières approches. Bon, c'est aussi, il y a le chercheur Bruno Benz qui travaille beaucoup sur les grottes ornées. Mais effectivement, il y a peut-être un travail comparatif à faire. Hein. On a fait une première publication pour les premiers résultats, mais en attendant d'aller plus loin dans les fouilles et aussi dans les recherches documentaires, hein, parce que là, c'est aussi une volée d'en savoir un peu plus qui était le commanditaire de cet édifice. Et par extension, il y a tous les travaux comparatifs. Est-ce qu'il y a une influence italienne directe? Ce serait intéressant à voir. Mais souvent, une fois arrivé en France, voilà, il y a des courants artistiques qui se développent à l'intérieur, qui s'exportent ou qui se réexportent. Mais pour l'instant, non, on n'a pas du tout regardé du côté de Savoie. Mais je prends note justement de la piste à suivre. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Qu'en est-il pour les villas gallo-romaines en Gaule, donc y a-t-il des fouilles qui ont été conduites pour les jardins de ces villas ou des études ont-elles été réalisées? Alors, moi, je ne sais pas si tu as des noms de sites à citer, Simon. Moi, pour ma part, j'ai fouillé, j'ai participé à une fouille d'un jardin intérieur d'une villa antique en Charente-Maritime, la villa de Jonzac, qui est fouillée par le service archéologique départemental de Charente-Maritime. J'ai plus le nom de la responsable. Donc, les jardins antiques, bien sûr, oui, il y a matière, et notamment aussi sur les extérieurs, hein, sur la mise en valeur paysagère des extérieurs, même au-delà, les terres de culture. Je ne l'ai pas intégré dans le diaporama, mais j'avais une diapo où on voit une vigne antique avec des alignements de fosses de plantation de 60 cm de long, de 30 cm de large, en alignement. Voilà. Et donc, pour ce qui est, par contre, là, c'était plutôt le rural, mais les jardins, oui, donc on a des jardins avec des allées conçues en petits, en blocage, des bassins. En fait, ces jardins réguliers qui apparaissent, qu'on voit en Europe se développer, les grottes également, hein, la question de l'auditrice précédente. Les grottes, c'est un motif qui nous vient de l'Antiquité. Hein, les riches romains avaient déjà des grottes dans leur jardin et dans leur parc. Des fausses grottes, hein, ça tourne autour du mythe de l'origine, du mythe du sauvage, de la nature et du monde souterrain. Voilà, et ce thème-là, il est réactivé sans cesse, en fait, jusqu'à nos jours, et sous des formes un peu différentes à chaque fois, mais toujours quand même avec une citation à l'antique. Et voilà, donc, pour les jardins, oui, il y a des jardins de villas gallo-romaines qui ont été fouillés et qui ont donné lieu à des fouilles, bien sûr. Je crois que aussi, bon, je n'ai pas du tout les noms en tête, mais je sais que j'ai des collègues qui ont trouvé des fragments de céramique qui sont certainement des pots de fleurs à l'époque antique. Et je crois que aussi, même en contexte funéraire, parce que là, quand on a les champs d'incinération et d'inhumation à l'époque antique, ce sont aussi des espaces paysagers
Un petit peu comme aujourd'hui, on commence à faire des jardins, comme les columbariums, des choses comme ça. Mais ça aussi, c'est quelque chose où les espaces funéraires à l'époque antique étaient sans doute paysagers aussi. Mais bon, ça c'est, on dit, c'est pas du tout ma période, donc j'en sais pas plus, mais je sais que ça existe. Ce qui revient souvent, c'est effectivement ces pots de jardin en alignement, qui étaient partiellement enterrés. Donc certainement, c'était des plantes qu'on devait cultiver en pot, positionnées, on pouvait changer la décoration végétale, un peu comme on le fait encore aujourd'hui, hein, ou comme on le faisait au 18e. Il y avait une partie des plantes qui étaient pérennes et qui étaient en place, et puis beaucoup de pots qu'on déplaçait depuis la serre, depuis les endroits techniques où on cultivait, où on faisait grandir les plantes. Et puis, la composition florale, on va dire, était souvent en pot. Et dans la documentation archéologique qui concerne les jardins de cette époque gallo-romaine, c'est souvent cité les pots qui sont percés par des trous avec des trous. Donc, on sait que ce n'étaient pas des pots de décoration, ils étaient enterrés voilà, pour pouvoir changer et modifier la composition au gré des saisons. Merci. Alors, une autre question. Vous avez présenté les traces de fosses de plantation et les vides donc laissés par les alignements des troncs d'arbres. La personne nous demande si les traces des systèmes racinaires sont également présents dans le substrat et si vous les documentez également. Ah oui. Alors nous, il y a deux choses. J'ai montré une première diapo des fouilles qui ont été pratiquées à Pompéi, où là, on a vraiment l'empreinte de la souche avec le départ des racines qui a laissé des cavités, en se décomposant, ont laissé des cavités dans les cendres fossilisées, et que les archéologues, quand ils les ont redécouvertes au XXe siècle, eh bien, pour pouvoir, comme ils ont fait avec les corps, hein, les moulages, les fameux moulages de corps des habitants de Pompéi, qui sont assez étranges, en fait, c'est exactement le même principe. Ils ont coulé du plâtre dans des empreintes en négatif de ces corps qui se sont décomposés et qui ont laissé une empreinte en creux dans les cendres volcaniques. Donc nous, aujourd'hui, enfin, dans le contexte de la France et des fouilles qu'on pratique, nous, ici, on n'a jamais ce genre de structure. En fait, on trouve le végétal a complètement disparu. On n'a plus même pas la trace des racines, en fait. Ça, c'est étonnant. Mais par expérience, ça fait 20 ans qu'on fouille des jardins, qu'on trouve ce genre de fosses de plantation. Eh bien, on n'a pas de traces de racines, non. Même qui s'échapperaient de la fosse en elle-même. On retrouve la fosse de plantation, qui sont souvent, pour ces époques 17e, 18e, elles sont systématiquement de format carré et elles sont remplies de bonnes terres. C'est ce qui nous permet de les distinguer et de les repérer dans les sondages ou dans les décapages qu'on pratique dans ces jardins. Effectivement, pour Chambord, je me souviens pendant le diagnostic, on a eu peut-être 2 ou 3 fosses dans le quinconce où j'avais l'impression que les bords avaient été un petit peu abîmés par les racines, mais j'ai l'impression, oui, les racines restent vraiment dans la fosse de plantation. Bon, surtout à Chambord, parce que c'était tellement sableux, le terrain lui-même, c'était pas vraiment de très bonne qualité en dehors de ce qui était dans les fosses. C'est à l'endroit où elles ont la nourriture. Bon. Oui, effectivement. Ou sinon, c'était des racines qui étaient assez superficielles, parce que bon, quand on les chablis, effectivement, on a les grosses, pas exactement des fosses, mais d'arrachement où toute la surface était très perturbée. Mais j'ai pas l'impression que ça développe en profondeur. C'est assez étrange. Mais oui, du coup, comme tu dis, toutes les parois sont bien nettes, bien carrées, et il n'y a pas une racine qui déborde, quoi. Ok. Merci. Alors peut-être une dernière question. Quel est, selon vous, l'apport des jardins, des cloîtres ou des abbayes dans la transmission de l'art des jardins? Très bonne question. Oui. Aucune idée. Enfin, dans la transmission de l'art des jardins, de quelle époque? Enfin, donc là, oui, alors il n'y a pas la personne peut nous préciser, effectivement. On parle des jardins de cloîtres médiévaux.
déjà, qu'est-ce qui les inspire eux-mêmes? Mais c'est vrai qu'on a toujours cette division. On sort vraiment de ce modèle de jardin géométrique orthonormé. Au 18e, j'en ai parlé, le dossier sur Méréville allait aborder justement cette époque des jardins qui sortent de ce. Et cette division en 4 carrés, elle est déjà présente à l'époque antique. Donc, les jardins de cloîtres médiévaux sont déjà inspirés par, encore une fois, par l'Antiquité, par la conception du jardin idéal antique, déjà qui était déjà dans l'esprit des antiques. Bon, après, il y a du symbolique derrière. Hein. C'est les 4 fleuves, c'est la fontaine au milieu. C'est tout un univers dont on n'a pas le temps de parler, mais c'est tout un univers symbolique qui se transmet. Et les jardins de cloîtres médiévaux, effectivement, ils sont déjà eux-mêmes un héritage de quelque chose. Ok. Et une dernière question. Que sait-on un peu de ces hommes, de ces jardiniers, de ces architectes jardiniers, si l'on peut dire comme ça, de leur formation? Est-ce qu'on a des sources? Le nôtre, par exemple, le grand jardinier, le jardinier du grand siècle, le jardinier de Louis XIV, qui a inventé le jardin dit à la française, c'est-à-dire avec ses grands axes, qui se prolonge à l'infini dans le paysage, il est d'une dynastie de jardiniers, donc d'artisans, de gens de terrain. Comme à l'époque, on fonctionnait, les métiers se transmettaient de père en fils. Donc, on a des dynasties de peintres, on a des dynasties d'architectes et aussi des dynasties de jardiniers, dont le nôtre fait partie. Alors, leur formation, je ne saurais pas dire exactement. Ils sont forcément jardiniers et de père en fils. Donc, c'est pour une grosse part, une formation orale, de transmission orale et de transmission. Et puis alors, au XVIIIe siècle, justement, les jardiniers, enfin ceux qui conçoivent des jardins ne sont plus forcément jardiniers, ils peuvent être architectes. Donc il y a une évolution. Après, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais voilà, je sais qu'au XVIIIe siècle, les concepteurs de jardins peuvent être aussi des peintres. On a le peintre Hubert Robert, qui est un peintre anglais qui vient en France et qui travaille pour de grands propriétaires de jardins et qui réalise, qui conçoit des jardins, mais non plus sur plan en fait, mais à travers des peintures. Donc, un peu des vues 3D, 2D, pour donner au propriétaire une image, une idée de ce que sera son jardin. Mais bon, on est dans une autre approche aussi du jardin, comme je disais tout à l'heure, plus irrégulier et naturel, une approche un peu plus naturelle et pas orthonormée. Voilà, et le métier de paysagiste, je ne sais pas exactement à quel moment d'architecte paysagiste, je ne sais pas exactement à quel moment il se fixe. Ça doit être assez récent en fait. Je ne sais pas si peut-être des choses là-dessus. Oui. Simon, si vous voulez ajouter quelque chose sur cette. Effectivement, pour les. Oui, effectivement, les jardins, c'était effectivement les dynasties. Je crois que c'est des rares métiers où finalement, bon, surtout sous Louis XIV, l'intérêt royal faisait en sorte que c'était acceptable de faire métier manuel. Et je crois que aussi c'est justement à cause de ses capacités pour le nôtre était vraiment très très récompensé. Il y avait énormément de prestige et justement ça s'assurait à sa famille pas simplement de notoriété mais aussi de subsistance confortable qui n'était pas généralement le cas des métiers manuels. Et aussi l'apport à l'époque le développement des techniques de relevé topographique, surtout pour le nivellement. Et c'est là où effectivement Versailles a joué un rôle très important parce qu'il y a tellement peu de dénivelé pour son gros projet d'amener l'eau de l'Ur à Versailles. Il y a tellement peu de dénivelé qu'il faut vraiment pouvoir faire les nivellements au centimètre près. Donc justement, c'est la création de l'Académie des sciences
Justement, c'était aussi un petit peu le moteur pour ce système de relevé d'implantation de géométrie. Déjà au XVIIe siècle, dans tout ce qui est le travail de polyocétique sous les sièges, on a vraiment les mathématiciens, et c'était vraiment le début des véritables corps d'ingénieurs. Et donc, quelque part, les jardiniers, ils étaient aussi confrontés à ça. Donc, il y a forcément la porte, il y a comme le côté technique derrière qui devait intégrer, ou au moins faire appel aux gens capables de le faire. Donc, voilà, il y avait des fontainiers, là, justement. oui. Il y a aussi des dynasties de fontainiers, ce qui était un métier dans le jardin, enfin, qui est indispensable. Les fonciers, et donc, par exemple. Qui est très célèbre, de même que ces jardiniers qui ont... Voilà, c'était pas des professions au rabais, en fait. C'était vraiment, comme tu dis, avec un savoir, une ingénierie derrière et des de haut niveau, en fait. Merci. Une auditrice précise qu'apparaît dès la fin du XVIIIe siècle le terme landscape gardener, donc jardinier paysager, donné par Humphrey Repton, donc à la fin du XVIIIe siècle. C'est chez toi, ça, Simon. Oui. C'est l'anniversaire de Capability Brown, comme on l'appelait. Mais les Anglais étaient en avance à cette époque, oui, c'est vrai que... Voilà. Différent, c'est plus tournoi, parce que ça donne l'impression d'être naturel, alors c'est une création totalement artificielle. Tout à fait. Bon. Merci à vous. Okay, merci beaucoup. Merci à vous. Donc, vous avez été une cinquantaine à peu près d'auditeurs à suivre cette conférence de bout en bout. Donc, merci beaucoup. Vous pouvez retrouver nos précédentes conférences en ligne sur le site internet du musée. Celle-ci sera bientôt diffusée d'ici une dizaine de jours. Nous vous donnons, j'en profite, un rendez-vous pour une prochaine webconférence le samedi 19 juin à 14h30. À l'occasion du grand événement des Journées européennes de l'archéologie de 2021, donc en direct du Musée d'archéologie nationale. Cet événement sera également pour nous et pour le Musée d'archéologie nationale et le domaine national de Saint-Germain-en-Laye, donc l'occasion de vous retrouver en présentiel et de vous proposer une programmation diversifiée que je vous invite à retrouver sur le site internet dédié des Journées européennes de l'archéologie et du musée. Merci encore beaucoup Cécile, merci Simon, portez-vous bien et une très belle après-midi. Merci à vous aussi. Merci Caroline.